Bonjour à toutes et à tous. Dans ce premier webinaire destiné au réseau des scientifiques français basé aux États-Unis, euh, je souhaiterais d'abord vous dire quelques mots sur notre service scientifique, qui est le service qui est à l'origine de cette initiative et avec lesquels vous avez été en contact lorsque vous avez fait ce choix de rejoindre le réseau des scientifiques français de l'ambassade de France aux États-Unis. Donc, notre service est le plus important des services que la France a établis à l'étranger. Nous sommes une équipe de 22 personnes réparties sur 6 consulats généraux. Donc, nous sommes présents au consulat de Boston, de Los Angeles, de San Francisco, à Houston, à Atlanta, à Chicago et enfin à Washington. Nous avons comme mission principale de renforcer les partenariats en sciences et technologies entre la France et les États-Unis. Nous avons pour cela des outils pour promouvoir la mobilité des chercheurs et des étudiants. Nous avons également tout un programme d'accompagnement de l'innovation de la France vers les États-Unis et des États-Unis vers la France. Et enfin, nous produisons des rapports réguliers sur l'état des lieux de la recherche et de l'innovation aux États-Unis. Et nous avons un site Internet qui a été entièrement remodelé ces dernières semaines, que je vous invite à aller visiter. De même que nous émettons une newsletter mensuelle que je vous invite également à aller parcourir à travers le lien qui vous est donné sur le site Internet. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très honorés de la présence de Monsieur Antoine Petit, PDG du CNRS, qui est donc notre premier invité dans cette série de webinaires. Et vraiment, je le remercie très chaleureusement d'avoir bien voulu accorder 1 heure de son temps que l'on sait précieux pour s'adresser à vous. Vraiment un grand merci, Monsieur Antoine Petit. Vous êtes le premier à prendre la parole dans cette série de séminaires et je suis sûre que vous aurez beaucoup d'auditeurs très intéressés à mieux connaître la vision du CNRS à l'international et sur son nouveau rôle également dans l'écosystème français de recherche et d'innovation, mais également dans l'écosystème européen. Je vous explique en 2 mots comment va se dérouler cet échange. Monsieur Antoine Petit va intervenir pendant une trentaine de minutes et ensuite il y aura 20 minutes qui seront consacrées à un échange, questions-réponses. Vous nous avez transmis de nombreuses questions lors de la préparation de ce webinaire. Nous vous en remercions. Nous avons pris en compte l'ensemble de vos questions pour la préparation de cette intervention et certains d'entre vous auront l'opportunité de poser directement les questions à Monsieur Antoine Petit à l'issue de son intervention. Malheureusement, évidemment, tout le monde ne pourra pas prendre la parole, mais je vous invite si vous n'avez pas de réponse à vos questions lors de cette intervention, à inscrire vos questions dans le chat et nous y répondrons à l'issue de l'intervention également, ou plus tard, après ce séminaire. Donc, vos questions doivent être envoyées au lien suivant, DEI-6 washington@cnrs.fr. Je répète, DEI-6 washington@cnrs.fr. Enfin, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et que comme c'est une première édition, nous accueillons volontiers vos remarques éventuelles pour toute amélioration que nous pourrions effectuer dans le futur. Et maintenant, c'est un grand plaisir pour moi de donner la parole à Monsieur Antoine Petit, PDG du CNRS. Merci à vous. Merci beaucoup Mireille, merci, c'est un honneur pour moi que d'être le premier, ça me met un peu de pression, donc j'ai bien compris. Non, c'est vraiment un plaisir de pouvoir m'adresser à une partie de la communauté française expatriée, parce que le CNRS a une vocation à être très internationale, j'y reviendrai. Peut-être 2 mots d'histoire du CNRS, parce que je pense qu'il est toujours intéressant de revenir au tout début.
Vous le savez peut-être ou pas, le CNRS a 84 ans. Il a été créé le 19 octobre 1939. Donc 19 octobre, si vous êtes féru d'histoire, c'est quelques semaines après la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne. Après. Et donc, ça veut dire qu'en fait, dès le départ, le CNRS a été créé avec l'idée que la science allait servir l'État français, allait servir la nation. Bon, alors après, on a su quels allaient être les événements et que malheureusement, le conflit allait durer bien plus longtemps, allait être beaucoup plus dramatique qu'on ne l'imaginait à l'époque. Mais c'est-à-dire que dès le départ, il y a eu cette idée qu'au fond, on avait besoin de science pour la nation, besoin de science pour avancer devant le conflit qui s'annonçait. Donc, aujourd'hui, heureusement, on a des conflits, au moins en France, qui sont d'un autre ordre, mais on a toujours cette idée, au fond, que notre métier au CNRS, c'est de faire de la recherche fondamentale, comme au premier jour, et c'est de la mettre au service de la société, et c'est notre raison d'être aujourd'hui. Et pour finir cette petite page historique, deux mots sur nos deux fondateurs, nos deux pères fondateurs. Jean Perrin, prix Nobel de physique en 1926, et Jean Zay, qui était ministre de l'Éducation nationale et auquel on doit non seulement le CNRS, qui est déjà pas mal, vous le reconnaîtrez, mais aussi le Palais de la Découverte et le Festival de Cannes. Quand on sait que ce pauvre Jean Zay a été assassiné par les milices vichysoises en 1944 à l'âge de 40 ans, on voit qu'il avait quand même réussi à faire un certain nombre de choses assez extraordinaires. Et donc, je ne vais pas vous rassurer, enfin rassurez-vous, je ne vais pas vous faire 84 ans d'histoire. Aujourd'hui, le CNRS, finalement, c'est toujours ça notre raison d'être, c'est de faire de la recherche fondamentale et on l'assume totalement, mais on l'a fait, au service de la société. Et dans la société, même si toutes les cibles nous intéressent, on a décidé de mettre en avant 3 cibles particulières qui sont les grands challenges sociaux, le monde économique, ce qui est peut-être moins connu de la part du CNRS, et aussi l'aide à la compréhension, à la décision. Alors, les grands challenges, vous les connaissez, ils ne vont pas vous surprendre. C'est le changement climatique, c'est la transition énergétique, c'est santé, environnement, c'est ce qu'on a appelé les territoires du futur, ce sont les inégalités éducatives, c'est l'intelligence artificielle. Ce sont des sujets sur lesquels on considère que le CNRS a une plus-value potentielle parce qu'il a en son sein toutes les disciplines et que pour affronter ces challenges qu'on connaît bien, il faut faire collaborer les disciplines, notamment les sciences qu'on appelle parfois dures, les sciences humaines et sociales, et ça fait partie des choses qu'on veut mettre en avant. La deuxième cible, c'est le monde économique. Et comment travaille-t-on avec le monde économique? D'abord, on crée les startups, on crée entre 80 et 100 startups par an. Et puis, on travaille aussi dans des laboratoires communs avec des acteurs industriels. On en a aujourd'hui plus de 250, pas seulement des grands groupes, c'est seulement 40% de grands groupes, une vingtaine de pourcents pour les entreprises de taille intermédiaire et 40% pour les PME, voire les TPE, les très petites entreprises qui sont sur des niches et qui ont besoin de garder un avantage compétitif par rapport à leur concurrence et pour ça ont besoin de garder des relations avec les laboratoires académiques. Et puis la dernière cible, c'est une cible que toutes les crises qu'on traverse, dont toutes les crises qu'on traverse a montré l'importance, c'est tout ce qui aide à la compréhension, aide à la décision, donc aide à la décision essentiellement pour les politiques, aide à la compréhension pour le commun des mortels. Et ça fait partie aussi de notre métier que de transmettre des connaissances en prenant soin de ne pas mélanger notre casquette de scientifique, notre casquette de militant, ce qui n'est pas toujours simple, mais transmettre ces connaissances, créer ces connaissances, fait partie de nos missions. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui le CNRS. Alors, je ne vous ai pas encore donné de chiffres, il faut que je vous donne quelques chiffres. Donc le CNRS, c'est gros, on paye tous les mois 33 000 personnes. On a un budget de 4 milliards d'euros, 3 milliards qui est la subvention pour charge de services publics, 1 milliard qui sont les ressources propres que nos équipes vont chercher à l'extérieur. C'est encore beaucoup d'argent public parce que les bailleurs de fonds essentiels, c'est la Commission européenne, il y a les différents programmes cadres, c'est l'Agence nationale de la recherche, mais ce sont aussi les collectivités territoriales et dans le système français à une hauteur qui est probablement insuffisante, mais les partenaires industriels qui payent directement des contrats de recherche. Donc voilà, c'est ça en quelques chiffres le CNRS aujourd'hui, avec une particularité du système français que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent,
c'est le fait que nous sommes organisés en ce qui s'appelle les UMR, les unités mixtes de recherche, qui sont des espèces de joint venture, pour parler un bon français, entre le CNRS, les universités, les grandes écoles, parfois d'autres organismes de recherche. C'est probablement la seule vraie atypicité du système français, c'est d'avoir ces labos communs où, au fond, au sein d'un même laboratoire, on va avoir des gens qui sont employés par l'université, par le CNRS, par un autre organisme de recherche, dans un mélange qui surprend toujours un peu les collègues étrangers quand on leur explique et qu'ils ont parfois du mal à même comprendre. Mais bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, j'en sais rien. Ça fait partie de l'histoire du paysage français d'avoir un système qui est très intriqué et pas comme c'est le cas aux États-Unis avec les universités d'un côté, les National Labs. Même si les National Labs peuvent être hébergés par les universités, il y a quand même une séparation assez nette entre les uns et les autres. Ce n'est pas le cas du système français. Et ça fait une force de frappe qui est absolument gigantesque, puisque l'ensemble des unités mixtes de recherche représente à peu près 120 000 personnes. J'inclus les permanents et les non permanents. Et ça fait évidemment une force de frappe extrêmement importante. On travaille beaucoup à l'international, alors de deux manières, hein. D'une part, on recrute chaque année 30% de chercheurs non français. Ce n'est pas un objectif en soi, c'est un fait, mais ce qui montre d'une certaine façon l'attractivité du système français, même s'il y a quelques limites, j'y reviendrai. Et puis, on est très présent à l'international. On a en particulier 11 bureaux à l'international. Donc, un bureau, c'est une petite structure, typiquement un chef de bureau et un ou deux volontaires internationaux, mais qui sont installés la plupart du temps dans les ambassades de France à l'étranger et qui ont à vocation à assurer une présence pérenne. Et cette présence pérenne est absolument clé pour aider à construire des coopérations scientifiques. Donc, pour être plus précis, c'est 11 bureaux aujourd'hui. Il y en a 4 en Asie, un à Pékin, qui couvre donc la Chine par définition, un en Inde, à Delhi, un au Japon, mais qui couvre aussi la Corée du Sud et Taïwan, et puis un à Singapour, qui couvre aussi toute l'Asie du Sud-Est. On en a un en Australie qui couvre aussi la Nouvelle-Zélande. On en a un au Brésil qui couvre l'ensemble de l'Amérique du Sud. On en a un au Canada. On en a bien sûr un aux États-Unis, et c'est Sylvette Tourmente qui en est la responsable, qui couvre aussi le Mexique. On en a un en Afrique du Sud et on va en ouvrir un 11e ou un 10e, si vous avez bien compté, au Kenya pour couvrir l'Afrique subsaharienne. Le 11e étant un peu particulier puisque c'est notre bureau de Bruxelles qui a essentiellement comme objectif de nous aider à mieux travailler avec la Commission européenne. Donc tout ça, je l'ai dit, ces bureaux ne sont que des outils d'une certaine façon pour nous aider à monter ces coopérations internationales, mais ces coopérations internationales se font à l'aide d'outils. Donc on a toute une panoplie d'outils qu'on appelle International Research quelque chose. Donc on a des laboratoires internationaux, on en a à peu près 80 à travers le monde. On a des projets internationaux, un peu plus de 120. On a des réseaux internationaux, là on a un peu plus, je crois que c'est de l'ordre de 200. Et puis on a ouvert il y a quelques années des centres internationaux, des International Research Centers, lorsqu'il y a une volonté partagée de l'université étrangère et de nous-mêmes de construire des activités ou de développer des activités un peu de manière pérenne avec un spectre d'activités, un spectre de sujets importants. Et de tels centres, aujourd'hui, on en a 5 ou 6, je vais compter, je ne sais plus. En tout cas, on en a 2 aux États-Unis, un avec l'Université d'Arizona, un avec l'Université de Chicago. On en a un autre avec l'Université de Tokyo, ce qui fait 4. On en a un avec Imperial College à Londres, ce qui fait 5. On en a ouvert un avec Sherbrooke au Canada, ce qui doit faire, je suis perdu, vous savez compter mieux que moi, et un avec l'Université de Sao Paulo. On n'a pas vocation d'en avoir 150 de tels centres parce que ça représente un gros investissement de notre part. Et puis, on a aussi à l'international des Joint PhD Programs, là encore en bon français. Donc, le CNRS ne délivre pas de doctorat, vous le savez,
mais il finance des doctorats et nous avons décidé d'utiliser cet outil pour développer des relations. Alors, les programmes évoluent d'une année à une année, mais sur les 4-5 dernières années, c'est de l'ordre de 25 tels programmes qu'on a lancés qui nous aident à développer les coopérations internationales. Et un point important, c'est que dans ces International Research Labs, eh bien, un chercheur CNRS peut aller passer 1 an, 2 ans, 3 ans dans le laboratoire en continuant à être un employé CNRS. C'est vrai aussi pour les enseignants-chercheurs qui, via un système un peu plus complexe, mais peuvent être au fond mis à disposition du CNRS puis envoyés à l'étranger. Ce qui veut dire que dans tous ces laboratoires, il y a en permanence plusieurs chercheurs ou chercheuses français au sens dont le lieu d'exercice habituel est la France et qui sont présents à l'international. Alors maintenant, quelques remarques, quelques considérations sur les recrutements en France, parce que j'imagine que pour un certain nombre d'entre vous, c'est une question importante. Donc, le nombre de recrutements que nous offrons chaque année, il est fixé par l'État. On n'a pas de marge de décision là-dessus. Et la règle est que ça correspond au nombre de départs à la retraite, avec simplement quelque chose qu'on a réussi à faire d'une part en 2019 et d'autre part l'an dernier en 2022, c'est de lisser ces prévisions de départ à la retraite sur plusieurs années de façon à éviter les à-coups. Et c'est ainsi qu'entre 2019 et 2022, on a recruté 250 chercheurs et 310 ingénieurs et techniciens. Et on est reparti sur une autre période qui doit aller de 2023 à 2027, qui devrait nous conduire à recruter 270 chercheurs chaque année et 360 ingénieurs et techniciens. Je dis devrait parce que, comme je vous l'ai dit, c'est lié aux prévisions de départ à la retraite et vous avez probablement entendu parler de la réforme des retraites, même aux États-Unis, et que ça peut avoir des conséquences sur l'âge auquel les gens partiront à la retraite. Et donc, ça peut avoir un impact éventuel sur le nombre de départs à la retraite dans les années à venir. Mais donc, pour le moment, on est sur les 5 ans à venir, ou maintenant les 3 ans à venir, sur 270 chercheurs, 360 ingénieurs et techniciens. Dans ces chercheurs, on recrute la majorité dans le corps des chargés de recherche et on en recrute un petit nombre, une quinzaine, directement dans le corps des directeurs de recherche. Donc évidemment, c'est intéressant pour celles et ceux d'entre vous qui ont plus de seniorité. Et puis, si vous êtes attentif à la situation française, ont été créés il y a quelques années ce qui s'appelle des chaires de professeurs juniors, et avec l'idée qu'on recrute des gens qui sont un peu trop matures scientifiquement pour être recrutés comme chargés de recherche et pas tout à fait assez pour être recrutés comme directeur de recherche. Typiquement, l'engagement, c'est que lorsque nous recrutons quelqu'un sur un poste de chaire de professeur junior, il ou elle sera titularisé dans une période de 3 à 6 ans après son recrutement. Donc, pour aller très vite, si je regarde 2023, on a recruté 255 chargés de recherche, on a recruté à peu près 35 chaires de professeurs juniors et 15 directeurs de recherche. Donc, selon votre seniorité après la thèse, eh bien, vous serez plutôt intéressé par l'un, par l'autre ou par le troisième. Alors, vous m'avez posé des questions sur les rémunérations, qui est une vraie question, qui est de façon un petit peu plus générale. Je dirais que la question, c'est de l'attractivité. Le système français, vous le connaissez, le statut, lorsqu'on rentre au CNRS, c'est un statut de fonctionnaire. Pour quelques cas assez rares, c'est un CDI de droit public. Ça ne change pas grand-chose, mais ça laisse un tout petit peu plus de marge de manœuvre sur les rémunérations. Mais sur les fonctionnaires qui sont la majorité des gens, le statut de la majorité des gens, les grilles sont fixées par la fonction publique. On a des marges de manœuvre qui sont extrêmement faibles. Elles ne sont pas tout à fait nulles, mais elles sont extrêmement faibles. Elles se limitent au niveau des primes. Mais là encore, les primes sont très encadrées. Et donc, c'est clair que la situation française, l'attractivité ne brille pas essentiellement par la rémunération. Malgré tout, pourquoi arrive-t-on à recruter des gens au CNRS, plutôt des gens de bon niveau?
d'une part, il y a une liberté de recherche qui est à peu près totale, même si vous êtes évalué régulièrement, ce qui est normal, mais vous avez une liberté de recherche qui est à peu près totale. Vous avez une liberté géographique qui est assez grande, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui nous propose un projet de recherche et qui veut changer de laboratoire ou en France ou qui veut aller à l'étranger, pour autant que le projet de recherche soit cohérent, et je ne doute pas qu'il le soit, eh bien, cette mobilité est possible. Et puis le dernier aspect qui est souvent discuté, c'est qu'il n'y a pas d'obligation d'enseignement, ce qui veut dire qu'un chercheur ou une chercheuse qui souhaite enseigner, bien sûr, peut le faire, mais il n'y a aucune obligation, ce qui évidemment facilite les départs à l'étranger, par exemple. Voilà. Après, il y a le système français que vous connaissez aussi, hein. C'est toujours très difficile de comparer les salaires entre plusieurs pays, notamment les salaires aux États-Unis, les salaires en France. C'est sûr que facialement, les salaires ne sont pas les mêmes. Après, vous savez aussi qu'en France, la scolarité est gratuite ou presque, l'assurance maladie est gratuite ou presque, et ça fait des différences notables. Pour vous donner juste une anecdote, mais une anecdote réelle, il y a quelques années, je n'étais pas encore au CNRS, on avait étudié avec un collègue qui était grec d'origine, mais qui était prof sur la côte ouest et qui voulait venir en France. Et la première comparaison des salaires qu'on lui offrait par rapport à ce qu'il avait, il y avait un facteur 6. Et ensuite, on a étudié toutes ces questions de scolarité des enfants, de coûts d'assurance maladie, et on est arrivé à un facteur qui était entre 1,5 et 2, donc c'est évidemment pas négligeable, mais on est loin du facteur 6 que j'évoquais au départ. Donc voilà, donc après, il y a en France un certain nombre d'infrastructures de recherche aussi qui peuvent rendre la venue en France attractive, mais voilà, il y a les limites que j'ai évoquées et que je ne peux pas cacher, bien entendu. Voilà, un panorama un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, quelques évolutions dans le paysage français. Bon, vous savez que la grande évolution du paysage français, ça a été, il y a maintenant une vingtaine d'années, la montée en puissance des universités, avec le choc du premier classement de Shanghai au début des années 2000, où les universités françaises étaient très mal classées et où ce que les Français considèrent comme les deux fleurons du système français, à savoir l'école normale supérieure et l'école polytechnique, étaient mal classés, voire pas classés à l'époque. Et ça a perturbé beaucoup de gens. Et donc, il y a eu toute une opération, mais qui a commencé sous Sarkozy, poursuivie par Hollande, continuée par Macron. Je parle des gouvernements d'eux, pas eux-mêmes, bien sûr, et qui ont visé à rapprocher les universités, les écoles et les organismes de recherche. Aujourd'hui, tous les chercheurs et les chercheuses CNRS signent non seulement de leur employeur, mais aussi de l'université de proximité, si je peux dire, ce qui a eu un effet mécanique de faire monter les universités françaises dans les différents classements internationaux, et notamment le classement de Shanghai. Et vous savez que maintenant, il y a 4 universités françaises dans les 100 premières de Shanghai. Paris-Saclay qui doit être autour de entre la 10 et 15, PSL qui doit être de mémoire entre 20 et 25, et Sorbonne Université et Paris-Cité qui sont un peu plus loin, autour de la 50e place, si ma mémoire est bonne. Donc, ces 4 universités d'Île-de-France, ça ne vous aura pas échappé, mais vous savez qu'il y a 40% de l'activité de R&D en France qui est en Île-de-France. Là encore, c'est le fruit de l'histoire. Il y a néanmoins des universités en province qui sont bien classées. Je pense à Strasbourg, je pense à Grenoble, je pense à Marseille, je pense à Toulouse. Donc voilà, il y a plusieurs centres, bien sûr. Et à chaque fois, dans ces centres, il y a des labos CNRS. Il y a aussi des labos CNRS ou associés au CNRS dans des universités de plus petite taille. Je ne sais pas si vous avez vu, mais parmi les classements thématiques, l'université de Brest est 5e en océanographie. Donc voilà, il y a la possibilité d'aller aussi dans des universités plus petites qui peuvent être plus attractives par les conditions de vie qu'elles offrent. C'est clair que la vie en région parisienne est plus compliquée et plus chère qu'elle ne peut l'être à Brest. Alors après, Brest, c'est plus loin de Paris
qu'un certain nombre de grandes villes étrangères, vu les systèmes d'avions qui peuvent exister dans notre pays. Mais il y a des gens qui font le choix aujourd'hui d'aller s'installer dans des bons laboratoires en province, encore une fois, parce que le coût de la vie n'est pas le même. Donc voilà. D'autres, peut-être un truc, vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas bien, mais la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a demandé à Philippe Gillet de faire un rapport sur l'enseignement supérieur et la recherche en France. Ça fait un rapport qui s'ajoute à beaucoup de rapports qui ont été écrits, mais dans lequel Philippe Gillet suggère, et la ministre a repris l'idée d'ajouter une mission à celle des grands organismes de recherche. Je dis bien d'ajouter et pas de changer leur mission. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a 3 missions au CNRS. D'abord, on est employeur, on emploie 33 000 personnes, ce qui n'est pas négligeable. On est opérateur de recherche au sens où nous avons les 1000 laboratoires que j'évoquais en France, mais aussi les 250 avec des partenaires industriels et aussi la centaine à l'international. On est agence d'infrastructure de recherche au sens où on pilote ou copilote près de 85% des infrastructures de recherche de la feuille de route nationale. Et ça, c'est vrai dans toutes les disciplines. Hein, vous le savez, même si les infrastructures de recherche historiquement étaient plus présentes en physique, par exemple, que dans d'autres disciplines, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas une discipline ou un secteur disciplinaire qui ne s'appuie pas sur les infrastructures de recherche. C'est vrai également dans les sciences humaines et sociales. Et puis, on nous demande d'ajouter une 4e mission. En tout cas, c'est la proposition de Philippe Gillet, c'est d'ajouter une mission d'agence de programme. Donc, pas d'agence de financement, pas d'agence de moyens. Ça, c'est l'Agence nationale de la recherche, mais d'agence de programme. Là, on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui, puisqu'on attend les annonces du gouvernement sur la mise en place de ces agences, qui devraient être confiées donc, aux 5 grands organismes de recherche, hein, donc le CEA, l'INSERM, l'INRAE et l'INRIA, et bien sûr le CNRS. Mais encore une fois, tant que cette annonce n'a pas été faite, c'est difficile de commenter, même s'il y a eu des articles divers sur le sujet. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Peut-être revenir, excusez-moi, c'est un tout petit peu décousu, sur ce qu'on fait avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est évidemment le premier pays avec lequel on co-publie, mais ça n'est pas, hein, de façon intéressante, forcément le pays avec lequel on a plus de relations institutionnelles. Et ce n'est pas gênant. Les relations scientifiques, elles sont avant tout des relations humaines entre collègues qui se connaissent et qui ont envie de travailler ensemble. Le fait d'avoir le besoin de créer un laboratoire commun ou un réseau ou un projet, c'est une possibilité, ça n'est en aucun cas une obligation. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà co-signé des papiers avec des collègues étrangers sans pourtant être dans une structure commune. Ça dépend des pays. Au Japon, ils sont très fanats de structures communes. Donc aux États-Unis, un petit peu moins, mais malgré tout, on a quand même donc je l'ai dit, hein, deux International Research Centers. Et puis, j'ai perdu mes notes, voilà, on a 7 labos communs avec Berkeley, Santa Barbara, San Diego, l'Université d'Arizona, Georgia Tech, l'Université de Chicago et Michigan State University. On a 35 projets, donc le projet, c'est un peu en dessous en termes de volume, et en particulier les projets, il n'y a pas nécessairement de chercheurs français qui sont là-bas. Et puis, on a une trentaine d'IRN, de réseaux, pardon. Et on a fait pour le moment 2 programmes conjoints avec les 2 universités avec lesquelles on a des International Research Centers, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, l'Université d'Arizona et l'Université de Chicago. Et on est en train d'étudier la création d'un 3e John PhD programme avec Berkeley. Voilà. Après, les sujets, ça ne va pas vous surprendre, c'est les sujets, si j'ose dire, c'est toujours les mêmes sujets, au sens où, si vous regardez les exercices de prospective scientifique au niveau international, ils font ressortir quand même à peu près toujours les mêmes sujets. Donc, vous savez qu'il y a un comité mixte franco-américain
qui a mis en place, qui a défini 3 domaines prioritaires, à savoir la santé, l'environnement et les technologies émergentes. Bon, c'est sans surprise. Après, vu le volume d'activité qu'il y a aux États-Unis, le volume d'activité qu'il y a en France, on a des co-publications dans tous les domaines couverts par le CNRS. Et les sujets chauds sont ceux que vous imaginez, ceux que je viens de lister. Et dans technologies émergentes, on peut y mettre l'IA, on peut y mettre les matériaux, on peut y mettre le quantique, et on peut y mettre bien d'autres choses encore. Et pour nous, ce n'est pas une limite. C'est-à-dire que pour nous, l'essentiel dans nos coopérations internationales, c'est vraiment que les très bons qui exercent en France collaborent avec les très bons qui exercent ailleurs, en l'occurrence les États-Unis, et qu'on n'a pas envie d'être restrictif sur les sujets sur lesquels ces très bons ont envie de collaborer, même si bien sûr on s'inscrit dans les priorités. Mais priorité ne veut pas dire exclusivité, n'est-ce pas? Si on s'inscrit dans les priorités du comité mixte. Voilà. Donc oui, on recense là, c'est un chiffre qui, comme tous les chiffres, peut être discuté, mais c'est de l'ordre de 15 000 copublications par an entre le CNRS et l'université américaine, ce qui est évidemment essentiel, et ce sont sans surprise la physique et la biologie santé qui sont les plus représentés. Je dis sans surprise parce que c'est les 2 domaines quantitativement les plus importants au CNRS. Voilà, j'ai l'impression que je vous ai raconté beaucoup de choses. Je n'ai pas dû utiliser, Mireille, mes 30 minutes, mais on peut peut-être, mais c'est up to you, passer aux questions. Ou s'il y a des points que je n'ai pas abordés et que tu me dis, oulala, tu n'as pas parlé de ça, alors tu devais, tu me dis et je commente. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Monsieur Petit. Du coup, je vais donner la parole à des personnes dans le webinaire pour qu'ils posent leurs questions. Madame Porta. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Je suis Lisa Porta, ingénieure en ressources de l'eau à Sacramento, en Californie. Et ma question, c'est au niveau des ressources de l'eau. Et compte tenu des importantes sécheresses qu'on a ici aux États-Unis, mais aussi en France, que c'est un peu nouveau en France, est-ce qu'il y a des recherches scientifiques, des collaborations à ce sujet, ressources de l'eau, agricole, environnement, entre la France et les États-Unis? Alors, merci de la question. Moi, ça me permet de la généraliser, mais j'oublie pas de me répondre sur l'eau. Mais ça me permet de dire que j'ai oublié de parler d'un truc qui sont ce qu'on appelle, on aime beaucoup les acronymes en France, mais je suppose que c'est pareil aux États-Unis, les PEPR. Donc, les PEPR, c'est Programmes et Équipements Prioritaires de Recherche. C'est des grands programmes nationaux qui ont été lancés par l'État français. Il y a maintenant, les premiers ont été lancés il y a 2 ans. Donc, il y en a, je crois, 45 qui ont été lancés et le CNRS en pilote ou copilote 31, donc les 2 tiers. Donc, on voit l'importance, là encore, du CNRS. Et je n'ai pas oublié l'eau, ne vous inquiétez pas. Et il y en a de 2 catégories, les PEPR. Il y en a qui s'inscrivent dans les stratégies d'accélération de filières industrielles. Et ça porte sur le quantique, sur l'IA, mais aussi sur l'hydrogène, sur les batteries. Enfin bref, il y a à peu près tous les sujets. Vous pouvez les regarder sur les sites web qui vont bien. Et puis, il y a des PEPR exploratoires qui sont donc, comme leur nom l'indique, plus prospectifs. Et le CNRS est très fier de piloter tous les PEPR exploratoires. Et il y en a un sur l'eau. J'y arrive. Un PEPR eau. J'ai honte, mais je ne me souviens plus dans laquelle des 2 catégories il émarge, mais je suis sûr que Sylvette va regarder en temps réel sur le site web du CNRS et donner la réponse avant que j'ai fini de parler. C'est pour lui mettre un peu de pression. Et pour nous, c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur. Vous avez raison. Enfin, c'est malheureusement un sujet majeur partout. Mais c'est clair que nous ne sommes pas le seul organisme de recherche en France à s'occuper de l'eau. L'INRAE s'occupe évidemment de l'eau, mais en particulier pour toutes les questions liées au climat, à la biodiversité, on a beaucoup d'activités dans le domaine de l'eau. Et le centre de recherche commun avec l'Université d'Arizona
ne porte pas spécifiquement sur l'eau, mais il porte sur les questions de biodiversité, de changement climatique. Et comme vous l'imaginez, l'eau est un sujet majeur dans tout ça. Alors, c'est exploratoire. Voilà, merci Sylvain. Merci beaucoup. Arthur? Arthur a disparu. Ah non. Pardon, je donne la parole à Monsieur Lapère pour voir si jamais il arrive à se connecter. Sinon, je vais passer. Il y avait une question à laquelle j'ai oublié de répondre, j'en profite là, sur l'âge de recrutement au CNRS. Il n'y a pas de limite d'âge, c'est-à-dire que l'âge de recrutement au CNRS, il est variable d'un secteur disciplinaire à l'autre. Si je regarde les postes de chargé de recherche, l'âge varie entre un peu moins de 30 ans pour les matheux, les informaticiens et les physiciens des particules, jusqu'à 37 ans, donc on voit quand même le gap est important, pour les biologistes et les sciences humaines et sociales. Ça ne correspond pas à une volonté du CNRS, c'est juste, j'ai envie de dire, malheureusement, certaines communautés scientifiques ont pris l'habitude de recruter de plus en plus vieux. On lutte contre ça, on travaille avec elles, hein, parce que c'est pas simple, mais notamment les biologistes qui ont tendance à multiplier les postdocs. Je pense que ceux d'entre vous qui ont été ou qui sont biologistes le savent bien. On souhaiterait vraiment essayer de ramener cet âge plus bas, avec évidemment la difficulté, c'est qu'on ne peut pas avoir 3 ans sacrifiés et dire ben non, à partir de maintenant, on est recruté pas plus tard que 34 ans. D'abord, ça serait contraire à la loi française qui ne peut pas imposer d'âge. Mais voilà, ce n'est pas une volonté de la direction du CNRS. Au contraire, on souhaiterait rajeunir plutôt le recrutement, mais c'est des usages selon les disciplines qui peuvent varier. Bonsoir, merci pour votre intervention. J'avais une petite question. Voilà, je suis assistant ingénieur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Et j'avais une petite question à vous poser concernant, est-ce que vous encouragez les détachements, notamment aux États-Unis? Et si oui, pourquoi et quels moyens sont à notre disposition? Je parle en priorité des personnels techniques, évidemment. Alors, je vais rentrer un tout petit peu dans la technique, mais la notion de détachement, pour être précis, ça veut dire que c'est plus le CNRS qui paye le salaire. Donc, je vais dire, ça, vous faites ce que vous voulez. Je suis personnellement détaché de l'École normale supérieure de Paris-Saclay depuis à peu près une vingtaine d'années, mais ils ne me payent plus depuis 20 ans, et heureusement, parce que je ne leur ai pas rendu beaucoup de services depuis 20 ans. Donc là, si c'est détachement au sens vous quittez temporairement le CNRS et vous allez à l'étranger, non seulement on ne vous empêchera pas de le faire, mais on vous encouragera, non pas qu'on est content de vous voir partir, mais la mobilité en soi, c'est bien et c'est un système. Après, si votre demande, c'est est-ce que je peux partir avec mon salaire CNRS, continuer à être employé CNRS, ça c'est d'être expatrié. Et donc, les expatriés, oui, on en a. On a assez peu, il faut bien le reconnaître, de personnel, ingénieurs et techniciens. L'immense majorité sont les fonctions qui occupent des fonctions de chercheurs ou de chercheuses, mais on en a quelques-uns. Ça arrive. Et l'aide qu'on leur apporte, c'est ce qu'on appelle l'IRE. Donc, c'est l'indemnité d'expatriés, qui n'est pas fixé par le CNRS, qui est fixé par le ministère des Affaires étrangères et qui dépend du pays d'accueil et qui, par ailleurs, est dégressive au fil des ans. Donc voilà, donc ça veut dire que pour pouvoir aller, si vous êtes en poste en France, pour pouvoir aller à l'étranger, il faut avoir un projet scientifique, bien sûr, qui soit validé par l'institut dont vous dépendez. Donc j'imagine qu'ici, c'est l'INE. Et ensuite, c'est à l'INE de dire oui ou non, je souhaite utiliser une de mes possibilités d'envoi à l'étranger. Et à ce moment-là, ce n'est pas formellement un détachement, puisque vous continuez à être employé CNRS. Donc, vous allez continuer à progresser dans votre carrière comme si vous étiez resté en France. C'est juste, au fond, une affectation qui, au lieu d'être le CEF à Montpellier, sera au hasard l'Université d'Arizona ou l'IRC
de l'Université d'Arizona. C'est possible, c'est possible. D'accord. Merci. Ouais. Monsieur Bonnel, ouais, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. Merci de prendre un peu de temps pour nous autres, les Français à l'étranger. Donc, je m'appelle Julien Bonnel, je suis chercheur à Woods Hole Oceanographic Institution, donc un institut privé non-profit dans le Massachusetts. Et ma question pour vous, c'est quelque chose sur lequel je me suis un peu cassé les dents ces 7 dernières années, c'est comment favoriser les collaborations franco-américaines. Et je ne parle pas des collaborations informelles type co-encadrement ou type co-publication, mais vraiment des choses contractualisées avec des flux de financement dans un sens ou dans l'autre, dans un contexte où les volumes financiers sont drastiquement asymétriques. Et pour forcer un peu le trait, une grosse ANR en France, c'est un petit projet ici, quoi. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour co-construire dans ce contexte? Merci. Si ça fait 7 ans que vous essayez avec un succès limité, je ne vais pas vous donner la recette miracle d'un coup de baguette magique parce que vous avez pointé le cœur, le point clé, c'est-à-dire que les volumes de financement qui sont disponibles de ce côté de l'Atlantique, parce que je pense que c'est vrai pour la France, mais on n'est pas les seuls, et de l'autre côté ne sont pas les mêmes. Cela étant, on arrive à monter quelques coopérations, mais souvent ces coopérations sont un peu dissymétriques au sens où ce qu'on va apporter nous côté CNRS, ça va être plus des salaires de permanents, enfin on va valoriser les salaires de permanents plutôt que de recruter des doctorants et des postdocs. C'est vrai aussi que la structure d'emploi de la recherche aux États-Unis et la recherche en Europe et en France en particulier n'est pas la même, vous le savez. En France, on va devenir plus vite titulaire, mais avec des salaires moins grands. Et donc, nous, lorsqu'on monte une collaboration avec une université étrangère, mais c'est vrai aux États-Unis, mais pas seulement, on essaye de raisonner en budget consolidé, c'est-à-dire en prenant en compte les apports des uns et des autres. Après, il y a malgré tout quelques projets, alors plus au niveau européen qu'au niveau français, où on a des financements qui sont plus que ceux d'une grosse ANR, comme vous le disiez. C'est en particulier les ERC au niveau européen, que ce soit les ERC entre guillemets classiques, c'est-à-dire plutôt individuels, les starting, les consolidateurs, les advance, mais encore plus les ERC synergie, qui sont quand même des financements de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros sur plusieurs années. Donc voilà, maintenant, c'est une solution, c'est pas des trucs de raccro, mais c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas les grands financements qu'on peut trouver. Et en particulier, vous qui êtes dans un centre non-profit, on trouve absolument pas en Europe et notamment, enfin plutôt, on trouve absolument pas en France et pas beaucoup en Europe de mécénat scientifique avec des grandes fondations qui sont capables de financer des projets sur la durée et avec un gros volume. Ça, c'est clair. Ok, merci. Je vais juste rajouter pour Julien qu'on sera justement à Woods Hole avec le DGDS le 16 janvier. Donc, on ira visiter Woods Hole. Donc, on serait ravis de vous rencontrer à ce moment-là. Ok, vous avez qu'à je note la date et puis on peut recommuniquer Ok, d'accord, voilà. derrière. Merci Et, beaucoup. sauf de ma part, on a signé un partenariat avec eux. Oui, Avec oui, Woods oui, Hole. oui, oui, avec Woods Hole, oui. Ouais. Mais qui était un partenariat, qui était plus une déclaration d'amour que les preuves d'amour. Ouais. Ok, merci. Madame Courrier, est-ce que vous arrivez à vous connecter? Est-ce que bonsoir à tous, je ne sais pas si vous me voyez, je vous vois très bien. On Je vous suis entend, mais on ravie ne vous de voit pas. Vous m'entendez? Oui, on ne vous voit pas, mais on vous entend. C'est déjà pas mal. D'accord. En réalité, je suis normalement à Atlanta, mais je suis ce soir depuis 1 heure environ à Paris Ah. pour une, pour une session qu'on organise demain sur l'éthique des données santé. Et ma question portait sur les accords que vous avez organisés avec l'Université de l'Arizona et celle du Chicago. Vous disiez que ce sont des spectres pour lesquels vous avez accepté de faire de plus gros investissements. Est-ce qu'il serait envisageable de créer un investissement comme ça, un 3e pôle aux États-Unis, ou est-ce que
vous avez des questions de répartition mondiale et ça ferait que, pour le moment, il ne serait pas envisageable de créer quelque chose. Moi, je suis à Atlanta avec Emory. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou est-ce que ça n'est pas pour le moment dans les tuyaux, si je puis dire? Alors, on n'a pas, il y a plus, je vais vous faire une réponse de Normand, si je peux dire, au sens où on n'a pas de quota. On n'a pas dit avec les États-Unis on aurait 2 centres, avec le Brésil on en aurait un, etc., etc. C'est pas donc de ce côté-là, la réponse est de dire on est ouvert à la création d'autres centres éventuellement. Donc ça, c'est le côté oui de ma réponse. Le côté non de ma réponse, il est que c'est pour créer un tel centre, il faut vraiment qu'il y ait une volonté forte au niveau de l'équipe présidentielle de l'université. Et vous savez qu'aux États-Unis, il y a des situations qui sont assez variables. La plupart du temps, j'ai envie de dire, les relations internationales sont plutôt déléguées par les équipes présidentielles au niveau des départements, voire à un niveau encore plus bas. Et ce n'est pas si courant que le président ou le vice-président de l'université souhaite construire des relations. Mais bon, c'est arrivé avec l'Université d'Arizona, c'est arrivé avec l'Université de Chicago, ça peut arriver ailleurs. Et le deuxième point à prendre en compte, c'est aussi le volume d'activités existant. C'est-à-dire que le centre est quelque chose qui, encore une fois, nous implique, nous impacte. Et donc, lorsque nous avons décidé de créer des centres avec l'Université de Chicago, d'une part, l'Université d'Arizona, d'autre part, c'était aussi lié au fait qu'on avait déjà, avec ces 2 universités, un volume d'activité qui était relativement important. Donc, pour résumer, il faudrait que je regarde, et je ne connais pas par cœur la situation de nos collaborations avec l'Université d'Atlanta, mais on peut aussi imaginer qu'on commence par créer un laboratoire dans un domaine donné ou 2. Mais bien sûr, il faut trouver des gens des 2 côtés de l'Atlantique qui soient prêts à collaborer. Et ça, on peut commencer par un laboratoire ou 2, et puis laisser ouverte, ou ne pas fermer la porte à un centre. Je ne suis pas sûr qu'il faille tout de suite penser à un centre. Le plus important, c'est quand même de savoir est-ce qu'il y a des collaborations scientifiques que nos 2 institutions, je parle en l'occurrence de l'Université d'Atlanta et le CNRS, sont prêts à développer ensemble. Et ensuite, selon la nature, le volume de ces activités, de ces collaborations, on peut prévoir de créer un projet, de créer un labo, voire même, ne fermons pas la porte, de créer un centre. Écoutez, je vous remercie infiniment parce que ça nous donne une vision. Donc, on a déjà pas mal de choses qui sont en marche, ça tourne bien, notamment grâce au service sciences et technologies de l'ambassade. Mais c'est formidable de pouvoir se donner une perspective. Merci infiniment. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir. Alors, Mireille, elle travaille avec nous, mais elle n'est pas CLRS, donc pas encore. Non, mais allez voir Sylvette, avec lesquelles on. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'intérêt d'avoir quelqu'un. Donc, Atlanta, c'est pas Washington, mais c'est quand même un peu plus près que Paris. C'est l'idée aussi d'avoir quelqu'un sur place, ce qui facilite les contacts et on peut regarder après de façon plus précise. D'accord. Merci Non, mais infiniment. on se connaît avec Anne-Elisabeth parce qu'elle est venue récemment, effectivement, à l'ambassade. Juste, j'ajouterais qu'on a quand même un laboratoire international à Atlanta, à Georgia Tech. Oui. Mais pas dans le même domaine. Nous, on est sur Mais pas dans l'étude le de l'IA même, mais en pas dans santé. ton domaine. Non. Oui. Je vais Merci. poser merci beaucoup. J'ai posé une question aussi qui a été posée par une personne en préparation du webinaire. C'est le fait que la recherche française, c'est à la fois le CNRS et les universités et certaines grandes écoles ou institutions au statut varié. Est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur Petit, qu'il faudrait unifier l'ensemble ou du moins proposer un front commun pour avoir davantage de présence et de poids à l'international? Alors, j'ai presque envie de dire surtout pas. Arrêtons de parler de structure, de mécano, de monopoly. Moi, ça va faire 40 ans que je suis dans le système. On passe notre temps à vouloir bouger les trucs en pensant toujours que c'est plus simple ailleurs. Mais ce n'est pas plus simple ailleurs. Si je pourrais parler des États-Unis avec les National Labs et les universités, et la NSF, etc. Mais si je vais en Allemagne, qui est moins loin, il y a les Fraunhofer, il y a les universités, il y a les Max Planck, il y a Leibniz, il y a Helmholtz, c'est pas beaucoup plus simple.
Donc, je ne crois pas qu'il faille uniformiser tout ça et faire du mécano-bureaucratique. Par contre, le fait que dans certains cas, on puisse aller ensemble à l'étranger, ça, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Et dans les laboratoires que nous avons à l'étranger, souvent, les gens que nous envoyons là-bas sont des gens qui ont un statut universitaire et qui, en fait, viennent au CNRS pendant 1 an ou 2. C'est un système qui n'est pas très compliqué. Pour aller très vite, l'université continue à payer la personne. Nous, on paye les heures complémentaires que la personne ne fait pas et c'est nous qui payons l'indemnité d'expatriation. Donc ça, c'est tout à fait possible. On a un exemple aussi de filiale. C'est la seule filiale que nous avons à l'étranger qui est à Singapour, dans lequel il doit y avoir une dizaine d'universités françaises qui sont impliquées. Dans les 2 International Research Centers que nous avons déjà évoqués à plusieurs reprises, il y a aussi des universités françaises qui sont impliquées. Donc, je pense qu'on sait, au cas par cas, aller ensemble pour faire masse critique et développer des relations à l'étranger. Et ça, je pense que c'est une bonne idée, mais essayons de le faire sans mécano institutionnel. Aussi parce que c'est dynamique, c'est-à-dire que ce qui fait la force du CNRS à l'étranger, c'est une espèce de constance dans le temps. On est là de façon assez permanente, mais on va être pendant 3 ans avec l'université A, puis après pendant 2 ans avec l'université B, puis après c'est l'université C. Et donc, si on a fait un mécano institutionnel trop rigide, on n'y arrivera pas. Donc voilà, donc allons, faisons au cas par cas, sur la base d'opérations scientifiques, des projets communs, mais épargnons-nous le mécano institutionnel. Une autre question qui a émergé dans le chat, c'est est-ce que vous comptez augmenter le nombre de postes ouverts au recrutement en 2024-2025? Alors malheureusement, non, je ne compte pas. C'est les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce nombre de recrutements, il est mécaniquement lié au nombre de départs à la retraite, d'une part, et encore une fois, il est moyenné sur plusieurs années de façon à éviter les effets montagnes russes. Par ailleurs, il faut savoir que la part de la masse salariale dans la subvention pour charges de service public du CNRS atteint un niveau qui est beaucoup trop grand, qui est 85%. Donc, bien sûr, c'est une fraction. Hein, donc, pour diminuer la fraction, on peut pour augmenter la fraction comme vous voulez. Enfin bref, on peut jouer sur le dénominateur ou le numérateur. On sait tout ça. Mais non, on est dans une logique dont on peut considérer qu'elle est insuffisante, c'est-à-dire de compenser les départs à la retraite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste unique dans la fonction publique française où, dans l'ensemble, les départs à la retraite ne sont même pas compensés. Donc, on a un petit régime de faveur dans l'enseignement supérieur et la recherche où les départs sont compensés, les départs à la retraite, mais seulement les départs à la retraite. Après, il faut être conscient aussi que pas tout de suite, mais à horizon probablement de la fin de la décennie, on va avoir, un peu avant, on va avoir des départs à la retraite qui sont beaucoup plus massifs, avec un renouvellement plus important. Alors, si vous attendez un poste aujourd'hui, vous pouvez me dire que dans 5 ans, c'est trop long et que ce n'est pas dans 5 ans que vous aurez un poste. Mais voilà, donc c'est ce contexte-là qu'il faut prendre. C'est on a lissé sur 5 ans, donc jusqu'en 2026 ou 2027, on est plutôt dans une logique 270 chercheurs, 360 ingénieurs et techniciens. Après, ça serait une autre aventure. Une autre question, peut-être pour finir ce séminaire, ce serait quel est le rôle de la France dans le futur de l'exploration spatiale et d'habitation de la Lune? Et donc, du coup, le rôle du CNRS. Alors, j'avais vu la question et j'avais pris un grand soin de ne pas y répondre parce que ça concerne quand même essentiellement le CNES et pas réellement le CNRS. Alors, pour être plus précis, le CNRS est partie prenante d'à peu près toutes les expéditions sur Mars, sur la Lune, etc. Mais tout ça se fait avec un rôle du CNES, qui est le Centre national d'études spatiales, d'agence de programme, pour le coup, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, qui lance des appels auxquels on répond et nos équipes ont un savoir-faire. Donc, j'ai envie de dire, on ira sur la Lune si le CNES décide d'aller sur la Lune. À ce moment-là, on a des savoir-faire qui pourront être mis à contribution. Mais aujourd'hui, ce n'est pas au CNRS que de définir la politique éventuelle vis-à-vis d'une recrudescence de l'exploration lunaire.
Après, on l'a fait, on a des savoir-faire, et s'il faut y aller, on ira, mais ce n'est pas nous qui décidons. Je vois qu'il nous reste quelques minutes, donc peut-être pour finir et conclure, on a eu des questions sur, merci de nous avoir expliqué tout ce que met en place le CNRS pour se développer aux États-Unis, mais quelles seraient aujourd'hui un peu les limites actuelles des structures CNRS? Voilà. Moi, je pense que les limites actuelles, elles sont essentiellement liées au nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, d'une part, mais pas seulement. Pas seulement, c'est-à-dire que créer un laboratoire à l'international, c'est pas très compliqué. S'il y a un joli accord avec le président de l'université ou le directeur du département, l'essentiel pour qu'un laboratoire fonctionne, c'est de trouver des gens qui sont prêts à y aller. Y aller, ça veut dire passer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, ça veut dire qu'il faut probablement mieux accompagner les gens parce que aller à l'étranger, c'est quand même souvent une aventure familiale. Ça dépend bien sûr de votre âge, mais aller à l'étranger avec son mari, sa femme ou ses enfants ou tout ce que vous voulez, et là, c'est un accompagnement individuel sur lequel on n'est pas, je crois, totalement optimaux en France. Ce n'est pas quelque chose qui est dans notre culture. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment les 2 dimensions si on veut développer les relations. C'est 1, avoir un peu plus d'argent probablement, mais 2, être capable d'avoir un accompagnement un peu plus individualisé de façon à rendre les conditions là-bas le plus agréable. C'est compliqué si vous déménagez avec toute votre famille, si vous passez 3 mois à trouver un appartement, trouver l'école ou je ne sais quoi, et qu'au bout de 3 mois après, il faut déjà penser à repartir, ce n'est pas efficace. Merci Antoine. Peut-être un aspect que vous avez, juste avant qu'on se sépare, il me semble qu'on n'a pas trop couvert sur cet échange, c'est l'aspect CNRS innovation, la relation du CNRS, comment vous voyez la transmission des découvertes faites dans les laboratoires CNRS en start-up. Quelle est la relation du CNRS ensuite avec ces start-up qui ont été montées? Voilà, comment vous mesurez quelque part le succès de votre organisme? Est-ce que ça fait partie du succès de votre organisme de recherche? Et voilà, c'est une question qui est apparue dans le chat aussi, que je résume un peu parce que pour manque de temps. Mais voilà. Alors, merci de cette question. Donc, est-ce que ça fait partie de nos critères de succès? La réponse est clairement oui. Après, je vais peut-être vous surprendre, mais nous ne prenons pas de part dans les startups que nous créons. Parce que nous considérons que, sauf exception, on va plus les pénaliser qu'autre chose. Alors, vous allez me dire, oui, mais s'il y en a une qui devient Google ou Amazon, vous ne récupérerez pas tous les sous que vous auriez pu récupérer. C'est vrai. D'un autre côté, on sait tous que des Google et des Amazon, il n'y en a pas tous les 2 jours, et qu'on préfère avoir un calcul qui consiste à dire, si une startup se développe, elle va créer des emplois, les gens payés vont payer leurs impôts, la boîte va payer des taxes qui vont venir à l'actionnaire numéro 1 du CNRS, qui est l'État. Et bien sûr, on espère que l'État s'en souviendra et nous en donnera une petite partie. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les startups qui sont créées à partir de technologies CNRS ou par des chercheurs CNRS? On les accompagne si elles le souhaitent. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a aucune obligation. Une startup qui dit, moi, OK, mais je vis ma vie et je ne veux plus entendre parler de vous, c'est rare, hein, mais elle peut le faire. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a tout un programme d'accompagnement via CNRS Innovation pour accompagner en amont les gens qui envisagent de créer une startup, puis ensuite les gens qui ont créé une startup, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on a aujourd'hui un vivier d'à peu près 1400 startups issues du CNRS, et les gens sont très heureux de partager. Donc, on a mis sur pied des systèmes de mentorat. C'est plus facile, bien sûr, pour le CNRS que d'aller discuter avec des fonds d'investissement auxquels on peut proposer non pas une startup, mais un ensemble de startups. Voilà, donc on accompagne aussi la constitution des équipes pour, encore une fois, les startups qui le veulent. Et oui, bien sûr, pour nous, ça fait partie de nos indicateurs de succès. Bien sûr, la production de connaissances scientifiques, c'est le premier des indicateurs, hein, c'est notre métier numéro 1. Mais oui, cette notion de transfert est aujourd'hui, je crois, on sera tous d'accord là-dessus, essentielle. Et qu'en ce qui concerne le transfert vers le monde économique, le fait de créer des startups qui sont successful est important.
avec l'idée qu'on n'a pas pour objectif que nécessairement successful veut dire on a créé une licorne. D'abord, parce qu'encore une fois, des licornes, on n'en crée pas beaucoup. Et puis d'autre part, on a des startups qu'on crée sur des niches et dont c'est très bien qu'elles ne deviendront jamais des licornes, mais par contre, elles occupent une niche, comme vient de le dire, où elles ont une vraie plus-value, et c'est important aussi. Merci beaucoup, Antoine, pour cette intervention. On a quelques questions qui sont restées encore sans réponse, mais on va faire en sorte qu'ils reçoivent une réponse par écrit pour ne pas prendre un peu plus de votre temps. On vous remercie infiniment encore pour avoir dédié ce temps à la communauté scientifique française basée aux États-Unis. Et on souhaite tout le succès possible au projet du CNRS, notamment à l'international et en particulier avec les États-Unis en ce qui nous concerne. Voilà. Eh bien, merci Mireille, merci Sylvette, merci à tous et toutes, et puis bon appétit ou bonne journée selon que vous êtes sur Bon la côte, appétit pour nous, mais la côte ouest. Nous, ça va plutôt être l'heure de penser à dîner. voilà, À bientôt. au revoir. Merci. Au revoir.